Salut à tous, c'est Korea Dash, de mon vrai nom Jisoo François Kim. Comme vous pouvez voir dans mon pseudo Korea Dash, je parle de la Corée, je suis influenceur sur la Corée pour des francophones. Et c'est un honneur pour moi d'être invité à la Japan Expo en tant que premier influenceur Corée-France de l'histoire. Voilà, je le dis comme ça. 안녕하세요. Non, je suis allé une seule fois à l'époque. C'est mon ami qui était vraiment fan d'animé à l'époque, enfin moi aussi, hein, qui était venu déguisé en Kisame. Donc c'était vraiment un costume qui a pris des semaines à faire et tout, Kisame dans Naruto. Et il m'a dit viens, mais fais un cosplay quand même, tu vois. Et je fais bon, je vais m'habiller en elle. Donc j'ai juste mis un t-shirt blanc et des cheveux en pétard, quoi. Et il n'y avait pas beaucoup d'asiatiques à l'époque, c'était beaucoup plus petit, mais ça commençait déjà à avoir de l'envergure quand même, mais beaucoup plus petit que maintenant. Et je me souviens que beaucoup de gens prenaient des photos plus avec moi qu'avec Kisame parce que j'étais asiatique, quoi. C'est vraiment fou déjà de voir l'évolution de la Japan Expo. C'est vraiment plus la Japan Expo, c'est devenu plus l'expo pop culture la plus grande d'Europe, je pense, ou une des plus grandes en tout cas. Et aussi d'un point de vue personnel, en mode bah c'est une expo que j'aimais bien et là maintenant être invité, c'est quand même un truc où je me dis je fais quand même les choses bien, je pense, dans mon travail. Alors bien évidemment, ça n'existait pas encore vu que Gangnam Style n'avait pas encore existé et les BTS, tout ça non plus. Je pense que c'est un bon move dans le sens où la Corée elle a quand même un boom qui est non négligeable et il y a quelques conventions sur la Corée depuis le boom quand même en France, mais que la Japan commence à inclure la Corée, voire après plus tard d'autres culture asiatique et tout. Je pense que c'est intéressant et c'est vraiment il y a que eux, il y a que à leur niveau qui peuvent faire ça avec plusieurs cultures, je pense. J'ai beaucoup de dédicaces et je pensais que vu que c'est la Japan Expo que j'aurais pas beaucoup de gens et au final j'ai toujours débordé sur mes horaires et tout. Et quand je leur parle, tout le monde est venu aussi de base pour la Japan Expo et aussi pour me voir. Et souvent, ils me disent « Ouais, je suis fan de culture asiatique. Au début, c'était le Japon. Ensuite, j'ai commencé à suivre Stray Kids, BTS et tout. Et maintenant, je suis vraiment beaucoup sur la culture coréenne et japonaise. C'est vrai que, généralement, même quand je regarde mes abonnés à moi, ils aiment les deux souvent. Ouais. Ça se ressemble peut-être un petit peu sur quelques trucs. Je pense que le Japon, elle a été culturellement puissante depuis assez longtemps. Donc, c'est quand même un truc, c'est comme un acquis. Et la Corée, là, ça traîne de vénère, si je me permets l'expression. Et surtout avec le confinement et Netflix, il y a eu beaucoup de gens qui sont basculés sur les K-dramas, etc. Et généralement, ouais, je pense, ouais, ça balance un petit peu vers la Corée. Ouais. Oui, alors c'est vrai que je mentionne pas mal le Japon. J'habite à Séoul, là. Ça doit faire 24 heures que je suis en France, là. Vu que Séoul et Tokyo, c'est à côté, je vais pas mal à Tokyo. J'aime beaucoup la culture japonaise. Hors des petits problèmes politiques qu'il y a pu y avoir entre la France et la Corée, les jeunes japonais et les jeunes coréens se kiffent et kiffent la culture de l'autre vraiment beaucoup. Du coup, pareil, j'adore la culture japonaise, la cuisine japonaise. Récemment, j'ai fait un reel sur les ramen. La culture japonaise, c'est vraiment des masters dans un craft, c'est-à-dire que ça peut être des plats pas très compliqués, mais qui vont perfectionner. Et c'est presque une obsession pendant que je faisais les ramen. Je devais vraiment chaque ingrédient les voir au plus profond en fonction du temps d'extraction, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et je parle pas mal du Japon, c'est vrai. Et au général, il n'y a pas de « Oh, mais pourquoi il parle du Japon ?» Parce que généralement, comme j'ai dit, les gens sont un peu sur les deux. En fait, mes parents sont coréens de base. Et ils se sont rencontrés, ils ont fait des études d'art à Paris, donc ils se sont rencontrés ici. Et du coup, j'ai grandi ici. Mon père est rentré plus tôt pour son travail. Et ma mère l'a rejoint dès que je suis devenu majeur. Et donc, j'allais en Corée quand même tous les ans pour voir mon père et ma famille, ma grand-mère, tout ça. Mais je ne connaissais pas trop, dans le sens où j'allais juste au cybercafé et tout. C'était déjà un peu développé à l'époque. Puis quand je suis devenu adulte, j'ai commencé à vraiment me balader tout seul, à aller dans la campagne, à sortir, parce que Séoul, pour le coup, en sortie, c'est le meilleur endroit au monde que j'ai jamais vu. Et je me suis dit, j'aime pas la routine. Paris, c'est ma ville de cœur, mais c'est vraiment routinier. Et Séoul, même après 9 ans, là, je découvre la même ville et je ne me en lasse jamais. Enfin, c'est hyper dynamique. Ah oui, alors si vous pensez que Tokyo, ça dort pas,
pour Séoul, Tokyo, ça dort. En fait, parce que Séoul, du lundi au dimanche, tout le monde est dehors tout le temps, ça bouge tout le temps. Et alors que Tokyo, il y a plus un truc un peu plus chill, plus posé. Séoul, si on n'aime pas le monde, si on n'aime pas le bruit, etc., c'est compliqué d'y vivre, je pense. Mais si on aime vraiment les opportunités, le dynamisme et tout, ouais, dans ce que je... Alors Séoul, je dirais, il y a toujours des pop-up, des événements, il y a plein de parcs. Les Coréens aiment beaucoup les cafés, les jolis cafés, faire des trucs en plein air, ils aiment bien les belles vues et bah, faire la fête, tout ça, le soju, la bouffe. Alors, en fait, les Coréens même sont très souvent dehors, ils mangent très rarement chez eux. Oui, alors là en ce moment, c'est plus quand on m'appelle pour des conventions, tout ça, comme la Japan Expo, etc. Mais c'est un peu plus récent, ça. Mais avant, je venais très rarement, c'est vrai, et je suis déjà venu quelques fois pour soit d'autres trucs de business, soit personnellement pour voir des gens. Alors, ouais, parce qu'au Japon, je pense que c'est pareil, comme en Corée. Tout ce qui est charcutes et fromage, c'est horrible, c'est ignoble. Enfin, voilà, je dis les termes. Et du coup, c'est hyper non productif quand tu es français. Mais moi, je suis venu hier, avant-hier, quand je suis venu à l'aéroport Charles de Gaulle, je me suis enfilé un osso irati et un sauciflard dans l'aéroport, en fait. J'ai pas perdu de temps, quoi. Donc, vraiment, la bouffe généralement. Il me manque encore un kebab et un feu à prendre là, mais la bouffe en général. Petite raclette aussi, même si c'est l'été, j'y vais quoi. Ah oui, je cuisine beaucoup. Un de mes rêves plus tard serait peut-être c'est d'ouvrir un restaurant ici. Et on me le demande assez souvent. Et quand je cuisine, j'essaie de faire des trucs très poussés. J'ai un rapport avec la cuisine, surtout asiatique, qu'on ne connaît pas, je trouve, en Occident. On croit la connaître, mais on la massacre. Je suis un peu désolé, on la massacre. Parce qu'il y a quand même en soi un esprit et j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent bah, dans la cuisine, on peut être créatif, les amis, on fait ce qu'on veut et tout. Je pense qu'il faut d'abord comprendre un plat, une culture avant d'être créatif là-dessus. Euh, voilà. Bon, après, on fait avec ce qu'on peut. Je sais que les sushis sont adaptés au palais européen, etc. Mais c'est quand même un sacrilège parce que le sushi, ça paraît simple. On dirait que c'est du riz avec du poisson. Mais le riz, rien que pour avoir le bon neta, pour avoir le bon chari, je veux dire, les sushiman mettent 10 ans à se laver le riz, ils connaissent le nombre exact de grains intérieurs, l'acidité du vinaigre, puis le poisson, enfin on n'en parle même pas, c'est-à-dire qu'ici, ils pensent que le saumon c'est un gros truc, alors que là-bas tu vas dans un omakase, souvent il n'y a pas de saumon, c'est iwashi, enfin sardines, koada, tout ça, enfin c'est vraiment c'est un art en fait. Et je pense aussi que on dit que la cuisine italienne ou française c'est la meilleure au monde. Je ne vais pas trop arguer sur ça parce que ça fait partie des meilleurs au monde, mais je sais qu'il y a quand même, en Chine par exemple, il y a plein de villages et de cultures qu'on ne connaît pas, et ils ont plein de goûts que nous, on n'a pas en Europe. Et c'est juste qu'on ne le sait pas, et on se dit juste, oh, bah, les Chinois, ils mangent des trucs bizarres, ou ils mangent comme dans le traiteur et tout, alors qu'en fait, la Chine, au niveau culinaire, déjà, c'est une histoire plus longue que l'Europe, et en plus de ça, c'est plusieurs pays limites, en fait. Donc voilà. Je pense qu'il y a beaucoup, on manque d'informations sur les cuisines hors Europe et on pense du coup avoir le monopole de la cuisine parce qu'on a inventé la haute gastronomie, les sauces et tout, et ça, je ne vais jamais l'enlever à la France. Tu vois. Ça reste un des meilleurs pays gastronomiques de la Terre. Oui, bah après, je comprends un petit peu parce que c'est les débuts, dans le sens où c'est d'un point de vue marketing, chiffre d'affaires, etc., c'est normal de rebondir sur un truc trendy. Donc les tteokbokki, le grillade de porc et tout, voilà, qui est très bon, tu vois. Je pense que les trucs traditionnels, c'est peut-être moins connu des gens, ou peut-être que les gens pensent que c'est difficile parce qu'il y a des produits qui sont pas très communs à la France, mais en soi, c'est beaucoup de produits séchés qu'on met dans des bouillons et tout qu'on peut trouver pour pas très cher. Je pense qu'il faut plus être renseigné sur ce genre de trucs. Et ouais, la bouffe coréenne en France, pour l'instant, c'est vrai qu'on manque beaucoup parce que j'ai fait pas mal de restos de grillades de porc, du coup. Ouais, c'est très très mauvaise qualité. C'est souvent pas tenu par des Coréens, mais ça, normal comme les sushis, tu vois. J'étais rentré dans un resto coréen et je vois un asiatique, un patron asiatique, et bien sûr, je pensais qu'il était coréen, tu vois. Et il lui fait oh, annyeonghaseyo, et il fait ah, c'est combien de personnes? Et je fais ah oui, non, désolé. Bon, vous n'êtes pas coréen. Et il faisait payer le verre de soju à 3 €, je me souviens. Alors qu'en Corée, tu as la bouteille dans un supermarché, c'est 1 €, tu vois. Je me disais, bon,
bon, je sais que ça bouge, ça change de pays et tout. Il y a des voilà, mais c'est ouais. Non, quand c'est sorti il y a plusieurs années, il y a eu un boom. Donc pendant un an, je pense que les gens buvaient soju aromatisé et tout le monde a arrêté d'un coup. Je pense qu'il y a eu un écœurement général. C'est trop sucré, sucre sur sucre d'alcool et tout, ça fait beaucoup. Et les gens boivent que du pur. Mais le soju qu'on boit comme ça, c'est plus un truc très chimique. Moi, j'appelle ça l'efficacité dans le sens où ça rend ivre, mais c'est pas super bon. Après, moi, je trouve que ça marche avec pas mal de plats parce que c'est assez neutre. Mais il y a des sojus traditionnels où là, c'est vraiment avec du riz, on fait un alcool de riz qui s'appelle le makgeolli et ça, on le distille et tout, et ça a un goût vraiment différent. Si jamais vous avez l'occasion, je pense que c'est quelque chose à essayer. En fait, on fait fermenter d'abord du riz avec un oulu qui est une sorte de levure naturelle de riz aussi. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle un makgeolli, qui est un alcool assez lourd, blanc de riz. Et moi, j'adore. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien, mais je trouve ça très spécial. Et ça, si on distille le makgeolli, du coup, ça devient du soju, en fait. Soju bière, bah, j'appelle ça le mal de crâne, mais si on parle d'efficacité, je pense que c'est très très dans le top, quoi. C'est top tier. Ah, totalement. Pour le coup, après, les trucs coréens, plus qu'avant le goût c'est après, c'est plus le bouche à oreille, est-ce que c'est bon ou pas, comment les clients réagissent. Ça va être très comment on le market, la Corée. Il va falloir rebondir sur les atouts, en vrai. Voilà. Ouais, voilà, je parle comme si j'avais lancé ma marque, alors que pas du tout. Mais... choc de culture. En fait, en Corée, quand tu es un homme, tu peux pas avoir la double nationalité et je devais choisir. Vu que je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai le droit du sol, mais j'ai dû abandonner la société française. Du coup, la société, ça allait, vu que j'avais les bons côtés des deux, c'est-à-dire que j'ai une tête de Coréen, donc les gens n'avaient pas trop peur de me voir. Et quand je disais que je suis européen, ils me laissaient un peu faire ce que je voulais. Juste l'armée, du coup, c'était un peu, oui, là, c'est vraiment hiérarchie et tout. En France, on est habitué à toujours dire, demander pourquoi. Et l'armée, c'est un endroit où tu peux pas demander pourquoi, en fait, et c'était ça qui me dérangeait beaucoup, voilà. Mais à part ça, moi, ça allait. Mon expérience est assez bonne de la Corée. Alors, mon rêve de base, et qui est toujours dans mes projets, c'est de faire de la musique. Avant de me lancer sur YouTube, et en me lançant sur YouTube, je vendais des matelas. J'étais un salesman pour des matelas en Corée. Et j'ai beaucoup aimé ce métier. J'aime beaucoup parler à des gens, etc. Voilà. Et j'ai commencé YouTube parce que je consommais énormément YouTube au point où vraiment, je pense, mon screen time dans la journée, il est scandaleux, tu vois. J'ai honte de le dire, je pense, tu vois. Et en même temps, j'aime beaucoup parler des cultures, j'aime beaucoup divertir, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le game. Et j'y suis allé assez à fond et j'ai eu de la chance que ça marche assez vite, vraiment. Et voilà. Je sais pas, j'avais des projets et puis à force de traîner, j'ai un peu arrêté. Genre, j'avais pas fait pendant 1 mois, puis 2 mois, puis je me suis dit, bon, allez, je vais partir sur une pause, quoi. Et là, la semaine prochaine, je reprends. J'ai tourné un podcast avec d'autres guests qui dure 1 heure, 1 h 10, produit par une société de prod et tout. Et là, je vais revenir avec format podcast toutes les 2 semaines, puis vidéo longue entre-temps, etc. C'est vrai qu'il y avait un moment où, vu que je m'étais aussi sur les shorts et tout, et que je suis tout seul à faire tout, même le montage, je pense que je manquais de staff et qu'avoir du staff, je pense que ça me permet de me lancer sur les vidéos longues, surtout aujourd'hui, à une époque où on peut toujours faire des formats un peu faciles à faire, mais on exige de plus en plus une production qualitative. C'est vrai que quand je me suis mis là-dessus, je me suis dit, c'est cool que je sois pile au moment où c'était 2020 ou fin 2019, où je me suis dit, c'est cool, parce que là, c'est vraiment le prime, tu vois. Et je me suis dit, en plus, il y a quelques youtubeurs France-Corée qui étaient déjà un peu en train de trend, Pape, Laurent, tout ça, mais c'est des étrangers qui découvrent la Corée. Il n'y avait pas de Coréens, il y avait Parisien TV qui est coréen, mais lui, il est en France, et il y avait personne qui avait le même profil exactement. Et en plus, du coup, j'avais quelque chose d'autre à offrir, en fait. Voilà. En plus, j'étais en Corée, du coup, je peux savoir, comprendre un peu plus les tendances, genre instinctivement un peu ce qui se passe. Donc, avec ça, je me suis dit que c'était quand même... que j'avais quand même des chances que ça marche et tout, et j'ai eu de la chance que ça marche. Wow. Alors, c'est hyper compliqué parce que John Denmal, en fait, déjà, même le Bammal, qui est le tutoiement,
Il a plusieurs formes. Et le Jeondaemal, il y a beaucoup de formes de Jeondaemal. Ça dépend d'où t'es. Il faut un peu comprendre la situation parce que même par des mots, je peux pas vraiment le dire. À l'armée, ça va être différent. En fonction de la personne, de combien elle est hiérarchiquement haute, de son âge, tu comprends instinctivement quel Jeondaemal il faut utiliser, mais il n'y a pas vraiment des règles établies et c'est ça qui rend l'expérience coréenne très difficile et la langue coréenne très difficile, malgré une grammaire et le hangul qui est facile à lire. Parler le coréen sans y avoir vécu, c'est vraiment très difficile, je pense. Ça, il n'y a pas une règle définie, donc du coup, je reçois plein de DM qui me disent quand est-ce qu'on dit haseyo, hamnida, hasmnida, hebsmnika et je fais je sais pas, quand tu vois ton CO, bah, tu dis hebsmika, mais parfois tu dis. Enfin, c'est vraiment compliqué à expliquer. Oui, 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 dans le sens où j'ai dit que la musique, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et le jazz en particulier, j'adore. Je suis tombé dans le piège du jazz où j'ai commencé à apprendre toute la théorie du jazz tout seul, enfin vraiment tout ce qui existe sur Internet, j'ai tout regardé, j'ai tout noté, j'ai fait des fiches, etc. Voilà. Et du coup, j'adore le jazz. Après, il y a aussi, j'appelle ça le piège du jazz parce que quand on tombe dedans, au final, on se rend compte qu'on peut faire aussi ce qu'on veut en fait et que ça revient au final à ça en fait. Moi, c'est guitare, beaucoup guitare, ouais. Beaucoup de guitare. Quand j'étais tout petit, enfin quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à l'électrique. Mon artiste préféré de tous les temps, c'est John Mayer. Au début, j'étais très punk rock, Green Day, nanani, nanana. Et après, vite, je me suis mis sur tout ce qui est John Mayer, tout ça. À l'époque, c'était les trucs un peu acoustiques, John Mayer, Jack Johnson et tout. Puis le blues. Puis voilà, le jazz, pas trop, parce que à la guitare, c'était compliqué, le jazz. Avoir un walking bass, une basse qui bouge et tout, c'était vraiment compliqué. Et je pense que je maîtrise toujours pas vraiment. Mais le blues, j'ai toujours vraiment aimé ça. Alors ouais, il y a une époque où je composais pas mal et il faut que je m'y remette. Je composais à la guitare, j'ai quelques compos, mais je me suis mis à composer un peu sur Ableton, à m'amuser, etc. Mais j'ai jamais abouti à un truc où je me dis, ça c'est mon... Si je sors un truc, ça va être ça. J'ai pas encore, pas encore ça, je pense. Merci beaucoup d'avoir écouté mon interview. Merci beaucoup à la Japan Expo de m'avoir invité. Si vous êtes aussi curieux de la Corée en fonction de mon interview ou d'autres choses en général, n'hésitez pas à venir sur Séoul parce que c'est vraiment une expérience différente du Japon malgré ce qu'on peut croire, qui est également, je connais très peu de déçus. Et voilà, merci beaucoup.